Le 7 mai 2001, 7h32 du matin, Lipetsk, marché Petropavlovski. À l'entrée, un client attend Lyudmila Fomina. 42 ans, il fait commerce de lustre et de papier peint ici, connaît un vendeur sur deux. La veille, ils s'étaient mis d'accord. Lyudmila devait lui apporter du saucisson au prix de gros. Elle tenait toujours parole, arrivait à la minute près, gérait ses affaires avec rigueur. 3 mariages derrière elle, le marché chaque jour, pas une seule absence. Elle n'est pas venue. Ce matin-là, Victoria Yershova, 14 ans, belle-fille du mari de Lyudmila, Alexei Fomin, aurait dû être à l'école. Elle n'y est pas. L'appartement sur le prospect Pobedi, où la famille vivait à 3, est fermé. Le téléphone reste muet. Les jours fériés de mai se poursuivent encore. Les voisins supposent qu'ils sont partis à la datcha. Un jour passe, puis un deuxième, puis un troisième. Le client met le retard sur le compte du départ. Les connaissances du marché s'appellent entre elles. Personne ne sait rien. Alexei Fomin se présente au commissariat et dépose une déclaration. Sa femme et sa belle-fille ont disparu. Il est inquiet, dit avoir fait le tour de la famille, appelé les connaissances, s'être rendu dans les villages alentours. La police enregistre la déclaration et lance une vérification. 24 ans plus tard, le tribunal du district Oktyabrsky de Lipetsk établira qu'au moment où le client attendait devant le marché, toutes les deux n'étaient déjà plus en vie. Leurs restes ne seront jamais retrouvés, ni en 2001 ni 20 ans plus tard. Et celui qui a mis fin à leur existence a vécu tout ce temps dans une ville voisine, élevant un nouveau fils et faisant comme si rien ne s'était passé. Pour comprendre comment 2 personnes ont disparu d'un appartement sans laisser de traces, il faut revenir un jour en arrière. En termes de chronologie, tout concordait à un détail près. Igor Tchourilov, le fils de Lyudmila issu de son premier mariage, cette nuit-là, n'a pas réussi à entrer. D'habitude, la soirée du 6 mai, c'est un jour férié, de la bière. Il a décidé de passer voir sa mère. Il frappe à la porte. De l'autre côté, on lui répond « Reviens demain ». Il hausse les épaules et s'en va. Il est habitué depuis longtemps aux bizarreries de cette famille. Il savait que ça se passait mal entre sa mère et Fomin. Lyudmila se plaignait à sa meilleure amie que son mari la trompait. Elle avait beaucoup maigri à cause du stress ces dernières semaines. Elle a prononcé une phrase que son amie retiendra mot pour mot. La sœur de Fomin poussait ouvertement son frère à la rupture. Le conflit s'accumulait depuis des mois. Lyudmila avait exclu Fomin de la privatisation de l'appartement, le seul logement. Il avait perdu tout droit sur les mètres carrés. Ne lui restait qu'une simple inscription au registre. De fait, un occupant sans droit dans un logement qui appartenait juridiquement à sa femme. Par ailleurs, Lyudmila cachait aux parents de Fomin l'existence de son fils adulte, Igor. De l'extérieur, une famille, une belle fille. À l'intérieur, 2 personnes au bord de la rupture. Le journal intime de Victoria. Elle y consignait les disputes entre sa mère et son beau-père, les cris, les reproches, les portes qui claquent. Elle fixait par écrit ce que les adultes préféraient ignorer. Ce journal sera plus tard saisi lors de l'inspection de l'appartement. Il deviendra l'un des témoignages du conflit grandissant. Igor est rentré chez lui sans rien soupçonner de grave. Les infidélités du beau-père, c'était une chose. Que Fomin soit capable d'autre chose ne lui traversait pas l'esprit. Derrière la porte fermée, à ce moment-là, s'était déjà produit ce qui a mis fin à la vie de 2 personnes. La table se trouvait dans la cuisine, ordinaire, familiale, avec des pieds dévissables. En bois, terminé par une tige métallique. Fomin vivait dans cet appartement depuis plusieurs années et en connaissait la construction par cœur. Il a frappé Lyudmila avec ce pied de table au moins 3 fois à la tête. Traumatisme crânien. Lyudmila a perdu la vie sur le coup. Victoria se trouvait à côté et a vu ce qui se passait. Fomin l'a frappé avec le même objet au moins 2 fois à la tempe. Cette même table apparaissait sur chaque photo de famille. Repas de fête, célébrations, dîners ordinaires. Le linoléum et le sol en béton en dessous ont absorbé les traces. Il y en avait beaucoup, pas une goutte épargnée. Et dans la nuit du 6 au 7 mai, Fomin a enveloppé les 2 victimes dans des draps. Il les a chargées dans sa VAZ. Il a pris la route Lipetsk-Ousman, près du village de Traktorostroïtelei. Il s'est arrêté à côté d'un bois rideau, a creusé une fosse et les a enterrés. Il est rentré avant l'aube.
À partir du 7 mai, Lyudmila était attendue au marché. Victoria à l'école. Le client se tenait à l'entrée, ne comprenant pas le retard. Fomin, pendant ce temps, se trouvait seul chez lui. L'appartement avait l'air normal, si l'on ne comptait pas les taches au sol qu'il n'avait pas encore eu le temps de dissimuler. Au cours des 5 jours suivants, il a construit pas à pas sa version de la disparition. Méthodiquement, comme quelqu'un qui sait parfaitement qu'une seule erreur sur un détail et tout s'effondre. Et en attendant, Fomin lance son spectacle. Les papiers peints, il les arrache dans la cuisine et dans le couloir, les déchire jusqu'à mi-hauteur du mur. Il simule des travaux de rénovation qui n'existaient pas avant cette date. Les voisins et les connaissances confirmeront plus tard. Avant la disparition de Lyudmila et Victoria, les papiers peints étaient en place, aucune rénovation n'était prévue. L'arrachage a eu lieu entre le 9 et le 10 mai, après que l'appartement s'était vidé. Parallèlement aux travaux, Fomin démonte la chambre de sa belle-fille, vend les meubles, l'armoire, les étagères, distribue les affaires personnelles de Lyudmila et Victoria. Il nettoie l'appartement de toute trace de leur présence, comme si elles n'avaient jamais vécu là. La table aux pieds dévissable, celle qui apparaissait sur chaque photo de famille, a disparu sans laisser de traces. Le 10 mai, Fomin se rend au village de Plastenki, soi-disant pour chercher sa femme et sa belle-fille. Il appelle les connaissances communes, pose des questions, s'agite, demande qu'on le rappelle si on apprend quelque chose. Il crée l'image d'un mari en panique. En réalité, Fomin détruisait les preuves. Les papiers peints arrachés dissimulaient des traînées brunâtres sur les murs, laissées après la soirée du 6 mai. Les meubles vendus et les affaires distribuées avaient effacé tout souvenir de celles qui n'étaient plus là, et le déplacement à Plastinki créait un alibi. Un mari attentionné qui a été le premier à donner l'alerte. Fomin a fait ce que les coupables évitent habituellement. Il est allé de lui-même à la police. Il entre au commissariat et pose sa déclaration sur le bureau. La version est rodée. Lyudmila serait partie avec une connaissance du marché Petrovski et aurait emmené Victoria chez une amie à Plastinki. Qui est cette connaissance? Il ne précise pas, il ne peut donner de nom. Il dit que l'homme avait une voiture. La marque, la couleur, le numéro, il ne s'en souvient pas. On l'interroge et dès le premier interrogatoire, Fomin commence à se contredire. D'abord, elles sont parties avec un sac, puis il se reprend. Non, avec des sacs en plastique. Il précise que Lyudmila est partie d'elle-même, puis modifie l'itinéraire. Les détails flottent. Chaque nouvelle formulation contredit légèrement la précédente. L'enquête enregistre la déclaration et explore les pistes. Premièrement, les dettes. Lyudmila, selon les témoignages de ses connaissances, devait environ $1 700. En 2001, une somme considérable, mais gérable pour une commerçante de marché. Deuxièmement, un enlèvement. Un créancier aurait pu faire disparaître les deux. Troisièmement, une fuite. Lyudmila aurait prévu de partir en Pologne avec de la marchandise et aurait pu partir précipitamment. Chaque version paraissait plausible et éloignait l'enquête de l'appartement où tout s'était passé. Les enquêteurs se sont dispersés aux différentes adresses. Créanciers, contacts du marché, itinéraires possibles. Fomin, en apparence, se comportait comme il se devait. Il s'inquiétait, répondait aux questions. Vu de l'extérieur, un mari accablé par le chagrin qui ne comprenait pas ce qui était arrivé à sa famille. Mais déjà à ce moment-là, dans l'appartement, subsistaient des indices qui contredisaient chacune de ces versions. On ne les avait simplement pas lus ou on n'avait pas voulu les lire. Le passeport de Lyudmila se trouvait dans le tiroir de la commode. La version du voyage en Pologne s'effondrait immédiatement. On ne part pas à l'étranger sans ces documents. La montre de Victoria, celle sans laquelle elle ne sortait jamais, était posée sur l'étagère. Les vêtements chauds des deux, les vestes, étaient suspendus dans l'armoire. Personne qui part en mai pour longtemps ne laisse ses vêtements d'extérieur. Détail supplémentaire, personne qui part en mai pour longtemps ne laisse ses vêtements d'extérieur. Autre détail, une excursion scolaire à Saint-Pétersbourg avait été payée. L'argent avait été versé parmi les premiers. Elle attendait ce voyage avec impatience. Quelqu'un qui économisait pour Saint-Pétersbourg et comptait les jours ne serait pas parti de son plein gré 2 semaines avant. L'inspection de l'appartement a révélé autre chose. Sur le linoléum de la cuisine, des traces que la saleté quotidienne ne laisse pas. Sur le sol en béton en dessous, la même chose, profondément absorbée.
Un morceau de papier peint avec des traînées brunâtres a été saisi comme pièce à conviction et envoyé en conservation. Chaque élément retrouvé indiquait une seule chose. On n'était pas parti de cet appartement, on en avait disparu, sans documents, sans affaires, sans montre, sans projet. L'enquête a tout consigné dans le procès-verbal. Le morceau a été emballé, le passeport photographié. Mais la conclusion à laquelle tout cela menait n'a jamais été tirée. Tout était à la surface. On n'a pas su, ou pas voulu, relier les éléments entre eux. 2001. Fomine est convoqué pour un nouvel interrogatoire, le deuxième en 1 mois. Il se contredit à nouveau, change les formulations, s'embrouille, donne des détails différents sur le départ de sa femme. L'enquêteur note les contradictions dans le procès-verbal. Mais au-delà de l'interrogatoire, rien ne suit. Pas de perquisition de l'appartement, pas d'expertise des traces au sol, pas d'inspection du véhicule. 2 interrogatoires en 2 mois et c'est tout. Aucune confrontation, aucun contre-interrogatoire, aucune analyse détaillée des appels téléphoniques. Il reste avec le statut de témoin. Formellement, la partie lésée, le mari qui a déposé la déclaration. Le conflit familial est consigné mais classé comme un différend domestique. Les problèmes financiers de Lyudmila, les dettes, le marché, le 3e mariage, semblaient un motif plus vraisemblable de fuite que de quoi que ce soit d'autre. Le journal intime de Victoria, saisi dans l'appartement, contenait des notes sur les disputes, cris, reproches, tensions. Mais en 2001, ces pages ne sont probablement pas devenues un argument décisif. Les conflits domestiques ne sont pas rares, et tout a été suspendu. Pas de suspect, pas de progression. Le dossier est parti aux archives. Fomine est sorti de cette histoire sans tache. Un témoin qui avait aidé l'enquête, qui était allé chercher sa femme, qui avait appelé les connaissances. Pas la moindre accusation. Pendant les 19 années suivantes, il a vécu comme si rien ne s'était passé. Fomine quitte Lipetsk. Nouvelle adresse. Vidnoï, dans la banlieue de Moscou. Une autre région, d'autres gens, une autre vie. Il trouve un travail, loue un logement. Il repart de zéro. Il se trouve une nouvelle femme. Un fils naît. Fomine devient père, mari, habitant ordinaire d'un quartier résidentiel. Personne ne savait que sa précédente épouse avait disparu en même temps que sa belle-fille. Personne ne demandait pourquoi il avait déménagé. Pour les voisins et les collègues, c'était simplement Alexeï, un homme de famille, sans rien de remarquable. Le matin, le travail, la maison. Les années passaient et la distance entre Fomine et cette soirée sur le prospect Pobedi grandissait de mois en mois. Il n'avait pas changé de nom, ne se cachait pas, vivait ouvertement sous son vrai nom, avec une adresse officielle. À Lipetsk, pendant ce temps, le dossier restait lettre morte. Pas une seule nouvelle mesure d'investigation. Le dossier prenait la poussière aux archives. Les proches de Lyudmila et Victoria vivaient sans réponse. La mère de Lyudmila attendait la moindre nouvelle. Son fils Igor se souvenait de cette soirée du 6 mai, la porte fermée. La voix derrière, la suggestion de revenir le lendemain. Il passait devant l'appartement du prospect Pobedi, désormais vide. Les années se transformaient en décennies. Victoria aurait eu 20 ans, puis 25, puis 30. L'excursion à Saint-Pétersbourg qu'elle attendait tant était depuis longtemps devenue une ligne dans le registre scolaire. 19 ans, toute une vie. Et quelqu'un au comité d'enquête n'avait tout de même pas oublié. Une affaire pénale suspendue, un limbe juridique, pas clôturé, impossible de mettre un point final, mais pas non plus en cours, pas de suspect, pas de nouvelles données, pas de motif pour des actions actives. On appelle ces affaires des quotes 1, elles restent des années, parfois des décennies. Cette affaire avait une particularité qui la rendait presque désespérée. L'endroit où les restes avaient probablement été dissimulés, le bois rideau près du village de Traktorostroitelei, avait changé de façon méconnaissable en 20 ans. On y avait creusé des tranchées, posé des canalisations, retourné la terre. Le paysage avait été excavé à plusieurs reprises. Même si quelqu'un indiquait l'emplacement exact, retrouver quoi que ce soit serait pratiquement impossible. L'objet utilisé, le pied de table avec la tige métallique, avait disparu avec la table dès 2001. Il ne restait plus aucune trace matérielle de l'acte. 0 preuve directe. Le morceau de papier peint avec les taches brunâtres figurait officiellement en conservation. Une impasse juridique. Sans l'objet, sans suspect déclaré. L'affaire n'existait plus que sur le papier. Un dossier gris dans les archives.
Mais en 2020, le comité d'enquête lance un programme de réexamen des affaires non résolues. Un groupe d'analystes sort le dossier de l'étagère et commence à le relire depuis le début. Le comité relance l'enquête sur la disparition de Lyudmila Fomina et Victoria Yershova. Le groupe d'analystes reçoit le dossier et lit les documents depuis la première page. Un regard neuf change tout. Le procès-verbal de 2001 se lit désormais comme un acte d'accusation. Les contradictions dans les déclarations de Fomin s'organisent en un système. La rénovation des papiers peints 3 jours après la disparition, pas un détail anodin, mais la destruction de preuves. Les meubles vendus de la chambre de la belle-fille, pas un déménagement, mais un nettoyage. La table disparue, pas le remplacement d'un vieux meuble, mais l'élimination de l'objet utilisé. Le passeport à la maison, la montre sur l'étagère, l'excursion à Saint-Pétersbourg payée, tout indiquait une seule chose. On n'était pas parti de l'appartement de son plein gré. Les analystes établissent un profil. La seule personne présente dans l'appartement le soir du 6 mai, Fomin, le seul à avoir changé de version, le seul avec un mobile. L'appartement dont il avait été exclu lors de la privatisation. Un mariage au bord de la rupture. Une femme qui parlait ouvertement de divorce. Fomin est retrouvé à Vidnoï. 19 ans sous son vrai nom, sans se cacher. Il travaillait, élevait son fils. Il est convoqué pour un interrogatoire en qualité de suspect, pour la première fois dans toute l'histoire de l'affaire. Il se présente, s'assoit face à l'enquêteur, sur la table, le dossier avec les pièces, et il fait ce que personne n'attendait. Il commence à parler. Il fait des aveux filmés, consignés au procès-verbal, en présence de son avocat. Il décrit la soirée du 6 mai comme seul pouvait le faire celui qui se trouvait à l'intérieur de l'appartement. Il mentionne le pied de table avec l'embout métallique, précise le nombre de coups, explique pourquoi sa belle-fille est devenue une victime. Elle avait vu ce qui était arrivé à sa mère. Il décrit comment il les a enveloppés dans des draps, chargés dans la voiture, roulés sur la route de nuit, creusés près du bois rideau. Les détails se succédaient, denses, précis, sans pause, et chacun correspondait aux indices. Les traces au sol de la cuisine, les papiers peints arrachés, la table disparue. Fomin savait des choses qu'un étranger n'aurait pas pu savoir. La disposition des pièces, le type de sol, la construction de la table, l'itinéraire. Après l'interrogatoire, un test polygraphique. Le résultat concorde avec ses déclarations sur les derniers instants des victimes. Les résultats du détecteur correspondent aux aveux sur tous les points clés. Le groupe d'enquête se rend sur place. Le bois rideau près du village de Traktorostroitelei. Fomin indique la zone. Les fouilles commencent. On creuse un jour, puis un deuxième. Mais en 20 ans, des travaux de terrassement sont passés par là. Aucun reste n'est retrouvé. L'affaire, restée à l'arrêt pendant 20 ans, a obtenu en un seul interrogatoire plus que durant toutes les investigations précédentes. Des aveux en vidéo, une confirmation par polygraphe. Il semblait que le point final était posé. Mais Fomin change d'avis. Il se rétracte entièrement, déclarant s'être accusé à tort sous la pression des enquêteurs. Sa version, on l'a promené en voiture pendant 8 heures à travers la ville, on ne lui a pas donné à boire, on ne lui a pas donné à manger, on lui a mis un sac sur la tête. Il affirme avoir signé le procès-verbal dans un état où il aurait signé n'importe quoi et demande que l'interrogatoire soit déclaré illégal. L'avocat soutient cette position. Des déclarations obtenues en violation de procédure. Le comité d'enquête mène une vérification. On examine Fomin. Pas une égratignure, pas un bleu, aucune trace de contrainte physique. On visionne l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire. Fomin parle calmement, de façon cohérente, sans signe de stress. Il répond aux questions, ajoute lui-même des détails que l'enquêteur n'avait pas demandés. Un psychologue expert analyse le comportement. Il correspond à une déposition volontaire, aucun signe de pression détecté. La rétractation juridique des déclarations est un droit légitime de l'accusé. Fomin en a fait usage. Les aveux donnés en septembre ont formellement cessé d'être valables. Désormais, sur le bureau de l'enquête, un enregistrement vidéo dont l'auteur s'est désolidarisé, des résultats de polygraphe que le tribunal n'est pas tenu d'accepter et un ensemble de preuves circonstancielles vieilles de 20 ans. Ni reste, ni objet du crime, ni aveu en vigueur. L'accusation reposait sur un seul fondement. Sur l'enregistrement, Fomin a cité des détails que seul pouvait connaître celui qui se trouvait dans l'appartement ce soir-là. La question se posait crûment. Cela suffirait-il pour un verdict ? 2021.
L'affaire Fomine arrive devant le tribunal. Le parquet présente tout ce qu'il possède, des preuves circonstancielles vieilles de 20 ans. L'enregistrement vidéo des aveux, les résultats du polygraphe, les témoignages des voisins et des témoins, la vente des meubles. La chaîne repose sur l'ensemble. Chaque fait pris isolément s'explique, mais réuni, ils pointent tous dans une seule direction. La défense procède par la négative. Les restes n'ont pas été retrouvés, le décès n'est pas prouvé, l'objet a disparu, l'expertise est impossible, les aveux ont été rétractés. Les avocats démontent méthodiquement chaque élément de l'accusation, pas de preuves directes. Le tribunal rend une décision qui choque les deux parties. Le juge qualifie le cas de Victoria comme un acte non prémédité, non imputable à l'accusé. Il ne reste que Lyudmila. Juin 2022. Verdict. 10 ans. Le parquet semblait avoir obtenu un résultat, mais Fomine n'est pas parti en colonie. Le juge applique aussitôt un mécanisme qui annule tout. Entre le crime et le verdict, 21 ans se sont écoulés. Pour les crimes graves, la loi prévoit un délai de 15 ans. Le délai est expiré, 10 ans sur le papier et 0 jours derrière les barreaux, 21 ans d'enquête et il rentrait chez lui. Le mécanisme qui a sauvé Fomine est simple. Pour les crimes graves, la loi fixe un délai de 15 ans à compter de la commission des faits. Si, pendant cette période, le coupable n'est pas condamné, la responsabilité est levée. Fomine a commis ce qu'il a commis en 2001. Le verdict a été rendu en 2022, 21 ans. 6 au-delà du délai autorisé. La question clé, s'était-il soustrait à l'enquête? Mais Fomine vivait ouvertement. Son vrai nom, une adresse réelle, un travail, une famille. Il n'avait pas changé de document, ne se cachait pas, n'était pas parti à l'étranger. Il payait ses impôts, inscrivait son fils à la maternelle, recevait son salaire sur sa carte bancaire. Formellement accessible pour toute mesure d'investigation à tout moment, le tribunal a constaté il ne s'était pas soustrait à la justice, ce qui signifie que le délai de prescription avait couru sans interruption. Cela signifiait une chose, le temps avait joué en faveur de Fomine depuis le début. Chaque année sans action de l'enquête était en sa faveur. Chaque jour où le dossier restait aux archives rapprochait le moment où la loi se rangerait de son côté. Et ce moment était arrivé bien avant que le dossier ne soit ressorti de l'étagère. Pour les proches de Lyudmila et Victoria, ce fut un coup terrible. Le tribunal l'avait reconnu coupable et l'avait immédiatement relâché. Une reconnaissance de culpabilité sans sanction. Le parquet est sorti de la salle avec une seule intention, faire appel. Il dépose un recours en appel. L'argument principal, le tribunal de première instance a commis une erreur en excluant l'épisode concernant Victoria. Si la qualification est rétablie pour les 2 victimes, cela change tout. 2 personnes, ce n'est plus simplement un crime grave, mais un crime particulièrement grave. Pour les crimes particulièrement graves, la loi prévoit un autre mécanisme. Le tribunal a le droit de ne pas appliquer le délai de prescription. Il n'y est pas obligé, mais il en a le droit. Deuxième procès. Un nouveau juge examine le dossier, entend les parties. Le parquet insiste. Victoria n'est pas une victime fortuite, mais un témoin éliminé délibérément. La défense s'oppose. Les preuves de préméditation sont insuffisantes. Le premier tribunal a exclu cet épisode de manière justifiée. Modifier la qualification sur la base des mêmes éléments est juridiquement infondé. Le résultat est à nouveau en faveur de Fomine. Le juge met fin aux poursuites en raison de l'expiration des délais de prescription. L'accusé ne s'est pas soustrait à la justice. Les délais sont dépassés. Le parquet fait appel une nouvelle fois, cette fois en cassation. Le recours est envoyé à Saratov, au premier tribunal de cassation de droit commun, la dernière instance qui peut renverser l'issue. S'il refuse, Fomine est libre définitivement. 24 ans pour rien. L'affaire part en cassation et revient complètement transformée. Le premier tribunal de cassation de droit commun accepte l'affaire. Le parquet reconstruit son argumentation depuis le début. Le juge aurait pu refuser d'appliquer le délai de prescription compte tenu de la nature des faits. L'argument central, Victoria n'est pas devenue victime par hasard. Elle se trouvait dans l'appartement et avait vu ce qui était arrivé à sa mère. Fomine a éliminé un témoin de façon ciblée. Pas une coïncidence. Si la qualification inclut les 2 victimes, le crime passe dans la catégorie des crimes particulièrement graves, où le tribunal est tenu d'évaluer individuellement la question du délai.
Pour la première fois en 24 ans, le tribunal réexamine les décisions des deux juridictions précédentes, compare la qualification avec les circonstances factuelles et rend son arrêt. Le pourvoi en cassation est accueilli. Les deux décisions précédentes sont annulées. L'affaire est renvoyée à Lipetsk pour un nouveau jugement avec la qualification complète. Des actes commis à l'encontre de deux personnes, dont l'un a été perpétré dans le but de dissimuler l'autre. Fomin, qui s'en était sorti libre 2 fois, se retrouve à nouveau sur le banc des accusés. Troisième procès. Juge. Olga Louzguinova. Avant elle, 2 de ses collègues avaient examiné l'affaire. Tous 2 avaient relâché l'accusé. Maintenant, la décision lui revient. Troisième et dernière tentative du système pour mener l'affaire à son terme. La juge reprend le procès à 0. Qualification complète. Des actes commis à l'encontre de 2 personnes. Le parquet construit la chaîne accusatoire élément par élément. Premier volet, l'appartement. Les traces au sol de la cuisine, consignées en 2001. Les papiers peints arrachés 3 jours après la disparition. La table aux pieds dévissables, disparue sans laisser de traces. Les meubles de la chambre de la belle-fille vendus. Les affaires personnelles des 2 distribuées. Deuxième volet, le comportement de Fomin. Les contradictions dans ses déclarations, un sac ou des sacs en plastique, la gare routière ou depuis le domicile. Le déplacement ostentatoire à Plastenki, la déclaration à la police, la construction de l'image du mari inquiet, 3 couches de camouflage en 5 jours. Troisième volet, l'enregistrement vidéo des aveux, des détails que seule une personne présente dans l'appartement pouvait connaître. La construction de l'objet, la séquence des actes, le mode d'évacuation. Aucun de ces faits ne figurait dans des sources publiques. Aucun n'avait pu être soufflé par l'enquêteur. Trop spécifique. La défense réplique « Les restes n'ont pas été retrouvés, l'objet n'a pas été trouvé, les aveux ont été rétractés. Pas de preuves directes. » Le tribunal entend les 2 parties. Audience après audience. Le procès s'étire sur des semaines. Aucune preuve isolée ne fait un verdict. Mais l'ensemble forme un tableau qui n'a qu'une seule explication. Le morceau de papier peint avec les taches brunâtres, saisi en 2001, emballé et étiqueté, lors de la reprise de l'affaire, cette pièce à conviction avait tout simplement disparu de l'entrepôt. L'expertise était devenue impossible. L'une des rares traces physiques s'était volatilisée. Les restes n'ont pas été retrouvés. Le parquet misait sur l'enregistrement vidéo. Un homme qui sait tout, c'est celui qui a fait cela. La défense répondait « L'enregistrement a été obtenu sous la contrainte. Tout le reste n'est que conjecture. » La juge Louzguinova se préparait à rendre sa décision. Les avocats tablaient sur un acquittement. 2 tribunaux précédents avaient conclu en faveur de leurs clients. Le parquet n'était sûr de rien. Les plaidoiries. Le parquet requiert la peine maximale possible. Le procureur énumère 24 ans depuis les faits, 3 procès, 2 classements pour prescription. Une cassation qui a renvoyé l'affaire. Et une question : quand ? Il rappelle au tribunal son droit de refuser l'application du délai de prescription pour les crimes particulièrement graves. Il souligne que Fomin n'a pas simplement commis un acte, il a éliminé un témoin et a profité du résultat pendant 19 ans. La défense s'exprime avant la dernière parole de l'accusé, la base de preuve, uniquement des indices circonstanciels. Il rappelle la présomption d'innocence. Il déclare être prêt à contester tout verdict de culpabilité, jusqu'à la Cour suprême. Fomin se lève et prononce sa dernière parole. Il répète très probablement la position de la défense. Les aveux ont été faits sous la contrainte, il s'est accusé à tort, il est innocent. Il parle de sa nouvelle famille, de son fils, de la vie qu'il a construite pendant toutes ces années. 24 ans, un délai suffisant pour répéter une version jusqu'à l'automatisme. Il sait que 2 tribunaux se sont déjà rangés de son côté. Louzguinova clôt les plaidoiries et annonce la date du prononcé du verdict. Fomin quitte le tribunal sous contrôle judiciaire pour la dernière fois. Le système l'avait relâché 2 fois. Il n'y aurait peut-être pas de 3e chance, ni pour l'accusation, ni pour ceux qui attendaient des réponses. Le 3 mars 2025. Salle du tribunal du district Oktyabrski de Lipetsk. La juge Olga Louzguinova entre et commence la lecture du verdict. Alexei Fomin se tient derrière la vitre, dans cette même salle d'où il était parti libre 2 fois. Coupable, sur les 2 chefs d'accusation, des actes commis à l'encontre de 2 personnes.
le second dans le but de dissimuler le premier. Le tribunal a refusé d'appliquer le délai de prescription. La nature et la gravité des faits excluent toute exemption de responsabilité. 11 ans en régime strict. Les agents s'approchent de Fomin directement dans la salle. Le cliquetis des menottes au poignet, le premier en 24 ans. 3 procès, 2 classements, une cassation à Saratov. Et voilà le métal aux mains. Fomin quitte la salle non pas par la sortie principale, mais par le couloir de service, vers le fourgon pénitentiaire. L'affaire, construite sans reste, sans l'objet du crime, sur des aveux rétractés, s'est conclue par un verdict de culpabilité, sans une seule preuve directe. Les avocats ont annoncé leur intention de faire appel. Mais ce soir-là, pour la première fois en 24 ans, Fomin n'est pas rentré chez lui, n'a pas appelé sa femme, n'a pas couché son fils. Il a passé la nuit dans une cellule, dans ce même Lipetsk qu'il avait quitté autrefois. Les restes de Lyudmila et Victoria n'ont jamais été retrouvés, mais leur histoire a enfin été entendue. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.